Maire Rassemblement National de Perpignan, porte-parole de Marine Le Pen. Nous serons aussi avec Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF. Il vient de publier un livre sur le général de Gaulle et l'économie. Éric Zemmour, il parle pas mal du général de Gaulle. Et puis, ce débat à 21h15, le choc des opinions, que valent les sondages à 6 mois de la présidentielle et quel paysage dessine-t-il à cette heure-ci? Tout au long de la soirée, vous aurez des réactions. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Christian Jacob, Éric Zemmour lui-même et ses soutiens. Mais tout de suite, c'est l'analyse avec nos spécialistes. Bonsoir Nathalie Chuc, grand reporter au Point. Bonsoir Adrien Gindre, rédacteur en chef du service politique TF1 LCI, Renaud Pila, éditorialiste LCI. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon alors, moi je prends des pincettes avec ce sondage. On le rappelle et on va le montrer. Avec Éric Zemmour qui passe devant Marine Le Pen et devant Xavier Bertrand, qui se retrouve donc au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Il y a plusieurs hypothèses et un deuxième tour dans lequel il est battu. Si c'est Marine Le Pen, elle est aussi battue et Xavier Bertrand est battu de moins, donc à 49,51. Et selon, si c'était Valérie Pécresse, Éric Zemmour est toujours devant et il est encore devant Marine Le Pen. Alors, qu'est-ce qu'on en dit ce soir? Ça chamboule les choses, c'est important, ça confirme. Est-ce qu'il faut prendre à la lettre les chiffres tels qu'ils sont, Adrien? Si on en doutait, ça nous confirme qu'il y a une dynamique Éric Zemmour, ça c'est incontestable, d'enquête d'opinion, parce que ce qu'il faut regarder, c'est plutôt la masse, l'ensemble. Tous les instituts de sondage convergent sur une chose, de semaine en semaine, de jour en jour même, Éric Zemmour progresse. Après, je pense qu'il faut être un petit peu plus prudent sur les chiffres aujourd'hui. On sait que c'est très difficile de mesurer Éric Zemmour. Aucun institut de sondage n'a d'historique, de moyen de comparer la réaction de cet électorat. Il suffit de regarder les réactions à droite et à l'extrême droite pour voir que ça crée le trouble et que ça crée même la panique, j'ai envie de dire, dans les états-majors. Parce que ce serait anodin si c'était un sondage isolé et que tout le monde restait droit à mener sa campagne avec les idées claires. C'est pas du tout ce qui se passe. On voit bien que Marine Le Pen, on voit bien que Xavier Bertrand, Valérie Pécresse sont incapables aujourd'hui de faire comme si de rien n'était. Oui, il y a aussi un autre sondage aujourd'hui Elab qui donne Éric Zemmour à 13-14 et qui est derrière Marine Le Pen. Et notre sondage IFOP également. Il y a les réactions d'une partie des élus LR qui semblent totalement en panique. Et puis il y a ceux qui ont un petit peu plus de métier, qui ont de la bouteille, qui ont vécu plusieurs élections présidentielles et qui vous disent paradoxalement, tout ça c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, Éric Zemmour, il est en train de dégonfler Marine Le Pen. Beaucoup de gens, beaucoup de responsables en off à LR nous disent, bon, voilà, c'est fini, elle est morte, elle est enterrée. En tout cas, elle est très, très abîmée, elle va avoir du mal à s'en remettre. Puis surtout, se rendre compte qu'en fait, tous les adversaires d'Emmanuel Macron, Éric Zemmour compris, sont en train de s'installer sur un étiage autour de 15 à 16%. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le seuil de qualification pour le second tour de la présidentielle est en train de descendre. Traditionnellement, le seuil de qualification, il est autour de 20%. Pour mémoire, Emmanuel Macron, il fait 24% au premier tour de la dernière présidentielle. Donc, ça peut permettre à un candidat de droite de se hisser au second tour. Je vais vous dire un peu une stratégie Jean-Claude Duss sur un malentendu, ça peut marcher. Renaud Pila. La dynamique, elle est là et elle est puissante, elle est inédite surtout. En un mois, vous vous rendez compte comme ça va vite. Fin août, première fois qu'il est testé déjà 5%. C'est-à-dire quasiment le score d'Anne Hidalgo, de gens qui sont installés dans la vie politique française depuis 10, 15, 20 ans. Donc tout le débat phénomène sondagier ou phénomène politique, lorsqu'on teste quelqu'un pour la première fois et qu'il fait 5-6, il y a une demande. Il arrive avec une offre très simple, non partisane, il est totalement libre. Il a un langage qui décoiffe, qui choque. Et au-delà de la dynamique des sondages, moi, ce qui me frappe, on a commencé il y a un mois et demi ce début de campagne, il structure totalement la vie politique. Les autres sont totalement inaudibles. Donc, pour l'instant, ça marche exactement comme il les souhaitait. Imposer mes thèmes. Un peu trop vite pour lui, peut-être. Un peu vite. On n'est que le 6 octobre. Être déjà dans un sondage au deuxième tour. Mais voilà, en tout cas, sa réponse. Moi, je lui avais demandé, quand il était sur ce plateau, est-ce que c'est le modèle Emmanuel Macron de campagne? Il avait dit plutôt Donald Trump. Mais pour lui, son secret, c'est ça. Écoutez-le. Je représente la droite qu'on appelait jadis le RPR. Voilà, ça parle pas aux plus jeunes, mais en tout cas, la droite gaulliste, patriote, qui est à la fois un mélange de classe populaire et de bourgeoisie patriote. Et aujourd'hui, aucun des candidats ne rassemble les deux. Marine Le Pen a les classes populaires, et le candidat LR, quel qu'il soit, a les gens qui ont plus de 60 ans, qui sont CSP+, voyez. Mais la jonction des deux, elle ne se fait, et vous pouvez regarder les sondages, que derrière moi. Donc ça, c'est un signe que si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui se passe.
Voilà, donc ça c'est son secret. Il détermine, il décortique les sondages. Il est journaliste politique, il faut s'en souvenir. On Et voit donc, que c'est un analyste. Hein. Voilà, c'est ça. Et il a vu effectivement qu'il prenait au Rassemblement national, au LR, à des abstentionnistes et que c'était ce mélange-là. Effectivement, Nathalie disait tout à l'heure, à LR, on peut se frotter les mains parce qu'on se dit que Marine Le Pen est peut-être morte. Mais on ne devrait pas se frotter les mains trop vite non plus, parce que LR est quand même pas non plus très bien placé quand on regarde l'enquête Harris, mais quand on regarde encore une fois aussi les autres enquêtes d'opinion. On voit que la droite est en difficulté. Et écoutez ce discours. Le discours qu'il nous sert là, c'est « je suis le seul à pouvoir faire la synthèse ». Éric Zemmour, homme de la synthèse, c'est donc l'une des informations de cette campagne électorale. Je suis le seul à pouvoir faire l'union, cette union des droites dont on parlait déjà depuis des mois, depuis des années. Souvenez-vous à l'époque, on disait, est-ce que Marion Maréchal, est-ce que Laurent Wauquiez, est-ce qu'il pourrait la faire? Bon voilà, on a la réponse aujourd'hui. Elle est incarnée dans cette campagne par un candidat qui n'est toujours pas candidat, mais qui déjà théorise le fait que demain, il sera le candidat d'union. Alors ce soir, il dit quand même que, vu les sondages, ça l'encourage. Hein. Encourageant. C'est encourageant Plutôt. Mais que néanmoins, il y a des parrainages, il y a le financement, tout ça est peut-être pas tout à fait prêt. Et on peut imaginer, quand je vous disais trop tôt, on peut imaginer que c'est un peu tôt. Comment est-ce qu'il est organisé? Quel soutien il a de taille? Comment est-ce qu'il peut recueillir les adhésions? Comment est-ce qu'il peut recueillir le financement? C'est pas du tout simple. Bon, on a dit LR, compliqué. Mais il n'y a pas de raison. Au parti, on dit on ne bouge rien, on ne change rien. Christian Jacob. On a eu des candidats de la droite qui sortaient en tête et qui écrasaient le match. Ça nous est arrivé quelques fois et on a perdu aussi les élections comme ça. Donc il faut être serein, déterminé, avoir beaucoup de sang-froid et respecter le temps médiatique qui est un temps normal. Et puis ensuite vient le temps de la campagne et le temps des élections. Je ne suis pas du tout inquiet. Vous savez, des candidats qui ont été non pas à 18 ou 20, mais qui ont été à 32, 33, 34, on en a eu dans notre famille politique, qui n'ont jamais été élus pour autant. Donc il y a un temps pour chaque chose. Alain Juppé, il était à 32, 33, 34 en 2017 et en 2016, il n'a pas été élu. Hein. Oui, mais entre-temps, je crois que Christian Jacob, il regarde comme l'actualité internationale. Entre-temps, il y a eu Trump. Entre-temps, il y a eu Bolsonaro. Il y a eu Boris Johnson, tout à côté de chez nous. Et entre-temps, il y a ce qu'on appelle le dégagisme. Tous ceux qui regardent, oui, Balladur, Chirac, souvenez-vous, Chevènement, mais on a changé d'époque. C'est pas faire insulte à Christian Jacob, mais qu'il écoute ces militants qui ont 25 ans aujourd'hui, qui ont leur carte LR et qui sont sur les messageries toute la soirée en écoutant Éric Zemmour. C'est ça la réalité des jeunes républicains en ce moment. Comme on a changé d'époque, Macron a dégagé l'espace central en 2017, Zemmour est en train de dégager en 2021 l'espace de la droite identitaire et nationaliste. Alors attention après, parce que nous, on est dedans à fond, le calcul de Christian Jacob, et je pense qu'il n'a pas complètement tort, c'est que pour l'instant, les Français regardent un petit peu le paysage politique se mettre en place. Ils regardent cette espèce de comète qui traverse le ciel, Éric Zemmour, mais que le choix sur une élection présidentielle, il se cristallise quand on a tous les acteurs. Pour l'instant, on n'a pas tous les acteurs. C'est-à-dire qu'à droite, on ne sait toujours pas qui va porter le drapeau. C'est Xavier Bertrand, est-ce que c'est Valérie Pécresse? Donc tout ça va gentiment décompter. Et aucun n'a une dynamique, Nathalie. Aucun n'a une dynamique. Aucun des candidats parce qu'ils ne sont pas encore désignés. Et on verra ce que ça donne. Congrès 4 décembre, c'est-à-dire dans 2 mois. Il faut quand même... Bertrand est candidat depuis un an, Nathalie. Si je peux terminer, Nicolas Sarkozy est investi le 14 janvier 2007. Oui, non, donc c'est mais avec une évidence. On a certes changé d'époque, mais attention, parce que nous, on est dedans. Je pense que les Français ne sont pas dedans. Il parle pas mal de mais Zemmour, c'est vrai. Christian Jacob dit il faut garder du sang-froid. Alors j'ai envie de jouer un peu avec la formule. Encore faut-il avoir du sang quand on arrive sur la ligne de départ, parce que là il y a un vampire qui a planté 2 canines dans la carotide de LR et qui va pas en laisser grand-chose. Si le 4 décembre, en permanence, les LR ont vécu 2 mois comme ça. Face à des contradictions, c'est-à-dire qu'en fait, il part très vite. Alors c'est le cas quand vous l'avez interrogé sur votre plateau, c'était absolument le cas. Mais il aligne des propositions. Qu'est-ce qui va lui rester comme carburant derrière? Attendez, il va être obligé de une vision. Ce qu'il a dit ce soir, c'est incroyable. Il dit c'est une vision. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est pour ça que il est extrêmement difficile à saisir, à prendre en ce moment. Et moi, ce qui me frappe, c'est que on a quand même des grands fauves de la politique qui ont 30 ans d'expérience, de Marine Le Pen à Christian Jacob. Les macronistes, ils n'arrivent pas à le saisir. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une cible mouvante insaisissable, comme Trump. C'est le modèle Trump. Pardon de la comparaison, mais comme Emmanuel Macron en 2017, on disait il n'a pas de projet, il n'a pas de projet, il n'a pas de projet. Bien sûr, il ne disait pas du tout la même chose qu'Éric Zemmour. Mais il s'y compare. Éric Zemmour, il se compare à Macron. Il proposait autre chose, une autre manière de faire, une autre manière de voir. Exactement. C'est exactement ce que fait Éric Zemmour aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on parle des choses qui gênent, des choses qui dérangent, les femmes, Pétain, etc., on en entend qui disent « Oh, ça n'intéresse pas les Français. Ils s'en fichent. »
Bon, on va voir, peut-être. Quand Donald Trump était candidat, il y avait des femmes qui portaient plainte pour viol ou harcèlement et les Américains ne l'ont pas entendu. Hein. Ça, je ne compare pas du tout, hein, attention. Mais je veux dire par là que les choses gênantes, en tout cas apparemment, ceux qui sont dans les sondages et qui sont sondés, ça ne les touche pas. Eh bien, vous savez qui n'est pas touché, apparemment en tout cas, Marine Le Pen. Je suis désolée de ne pas participer à mon 18e enterrement de moi-même, parce qu'on m'enterre tous les 6 mois, où j'ai un peu l'habitude. Je me suis posé la question de savoir si au bout de 10 enterrements, il y en avait un qui était gratuit. Donc vous voyez, je suis bien vivante, je suis bien déterminée, il n'y a aucun problème. J'ai aussi pris le temps, encore une fois, du travail de fond, parce que je veux que tout soit prêt le jour où je suis élue, pour pouvoir démarrer immédiatement au bénéfice des Français, parce que je suis là, moi, pour servir les Français. Voilà, donc c'est Marine Le Pen qui répond en fait à un de ses conseillers qui a organisé, mais bon, Jean-Luc Mélenchon le fait, d'autres candidats le font. Hein. Après, c'est la première fois qu'elle le fait. Voilà. Et c'est un nouveau rendez-vous qu'elle a prévu d'instituer, qui va désormais être régulier. C'est pas mal pour elle, parce que ça lui permet de délivrer ses messages sans être embarrassée par les questions que vous pourriez lui poser, Ruth, et qui sont forcément dans le calme, compliquées. Et par voilà, ailleurs, là c'est plus sympa, c'est cosy pour évoquer Éric Zemmour, c'est tranquille. Et par ailleurs, ça renvoie une image rassurante, Oui. apaisante, dans un canapé. Éric Zemmour, c'est anxiogène. Le calcul de Marine Le Pen, je pense, c'est un calcul à long terme. Elle se Bien dit sûr. qu'avec les outrances quotidiennes de Éric Zemmour, à un moment, il peut faire peur. Et elle, paradoxalement, peut se retrouver à rassurer. On peut se dire, finalement, Le Pen, elle fait beaucoup moins peur que Zemmour. Est-ce qu'elle peut remonter? Parce que aujourd'hui, c'est pareil, dans la dynamique, il y a Zemmour qui monte, mais il y a Marine Le Pen qui descend, ça se confirme. On ne parle pas des chiffres absolus, même sur le deuxième tour, bon, on verra bien. Mais enfin, cette dynamique-là, est-ce qu'on a déjà vu, alors là on a fait beaucoup de références, mais est-ce qu'on a déjà vu des gens beaucoup baisser et remonter? Oui, on peut remonter, mais là, ça fait 8 ans que Marine Le Pen n'est pas cassée comme ça dans sa dynamique, en tout cas sondagière. Moi, je crois que ce qui peut la faire remonter, c'est l'envie. C'est l'envie. La politique, c'est l'envie. 2007, Nicolas Sarkozy, c'est l'envie. Emmanuel Macron, 2017, c'est l'envie. Et moi, ce qui me frappe depuis la rentrée, c'est on a l'impression que Marine Le Pen, avant même la percée d'Éric Zemmour, n'a pas les ressorts qu'elle pouvait avoir, ou pouvait avoir son père à l'époque. Elle fait des interviews assez calibrées, mais ça manque de chair, ça manque de tripes. Comme si, voilà, il y a toujours ce doute sur est-ce qu'elle veut être chef de l'État. Et en face, on a une tornade. On a une tornade Éric Zemmour, qui en plus, lui, n'a absolument pas délaissé la radicalité, parce qu'il pense que Trump a touché un point sensible de notre démocratie, qui ne supporte plus le politiquement correct, qui en a soupé de manque de résultats depuis 30 ans. Et Marine Le Pen, quelque part, elle est en contrepoint de tout ça. Oui, mais lui, il va faire aussi attention, parce que lui aussi les arrête, lui aussi les mots qui blessent, les mots qui fâchent, il fait attention. Ce soir, sur une autre chaîne, il a dit « Je n'en veux pas personnellement à Marine Le Pen. Elle est valeureuse, elle est courageuse. » Il a adouci son discours. C'est la première envers fois elle. qu'il dit ça. Il dit seulement « J'analyse qu'elle ne peut pas gagner. Exactement. » Donc, on voit bien qu'il fait lui aussi attention. Et il est en train d'apprendre que quand on est candidat potentiel et quasi certain, on ne peut pas non plus... Il vit son Après, électorat. il la ne différence, le fait pas par gentillesse pour elle. Ah On oui, a bien oui, compris ça, qu'il c'est se sûr. dit bon, je suis peut-être à 15, je suis peut-être à 17 selon les instituts. Maintenant, il va falloir que je trouve un moyen d'aller au-delà. Il reste encore des soutiens de Marine Le Pen aujourd'hui en France. Les enquêtes Bien sûr, le bien montrent. sûr. Il reste quand même des gens qui pensent du bien de Marine Le Pen et qui disent qu'ils sont prêts à voter pour elle. Donc, effectivement, c'est une manière de gentiment, cette fois-ci, décrocher. Après avoir dit qu'elle était nulle, maintenant, il nous dit qu'elle est valeureuse. Donc, nulle mais valeureuse. Il verbalise C'est la pour moi. fusion. Nathalie. Après, il peut tout à fait la flatter et préparer l'opération coup de poignard, parce qu'il y a un terrible sûr. coup de poignard qui pourrait être infligé à Marine Le Pen, c'est que sa nièce, Marion Maréchal, se prononce en faveur d'Éric Zemmour à un moment clé de la campagne présidentielle. Là, ce serait très compliqué. Alors, Jean-Marie Le Pen l'a fait. Absolument. Enfin, d'une En certaine 4 secondes façon. tour. Absolument. Voilà. Et Marion Maréchal s'est affichée avec lui à Budapest Si elle la prenait semaine dernière. publiquement la parole Oui. pour rappeler à voter en sa faveur, ça serait compliqué. Elle a un pour sa rendez-vous force. avec lui, avec des associations contre le mariage pour tous dans quelques temps. Donc, il y aura d'autres rendez-vous. Hein. Moi, ce qui me frappe là, dans la journée, parce qu'on suit ça forcément jour après jour, C'est un feuilleton. c'est un feuilleton. Et chaque jour, il se passe quelque chose tellement ça va vite. Aujourd'hui, il y a vraiment, ça y est, une opération. Les ponts sont avancés pour essayer de faire fusionner les cadres et nos électorats entre LR et entre Zemmour, LR et le RN. Gilbert Collard est désormais le trait d'union. Éric Zemmour va aller à Nîmes prochainement pour voir Gilbert Collard qui dit il va bien falloir qu'on se parle. Donc on ne s'insulte plus. Dernière chose, moi, ce qui me Moi, je frappe... poserai la question dans quelques instants à Louis Bien Alliot, sûr. le représentant du Rassemblement national, maire de Perpignan. Et demain soir, Robert Ménard sera sur mon plateau. Donc, on lui posera aussi la question. Oui. Dernier mot, ce qui me frappe, encore une fois, dans l'absence de contre-offensive de l'ensemble de la classe politique depuis début septembre, Marine Le Pen, c'est une femme.
en tant que femme, il me semble qu'elle pourrait avoir des choses à dire sur ce que dit Éric Zemmour sur les femmes dans la société, sur son rapport à l'histoire. Peut-être qu'elle va le faire dans les prochains jours. Je suis frappé qu'elle Vous n'ait avez pas... remarqué, elle voulait Elle pas le commenter dit. Éric Zemmour, elle commence en fait à Mais le c'est- faire. ouais, mais alors quand on a un tel adversaire, ne pas commenter... Elle le ça- dit un peu, Un elle peu. le dit un peu, elle le dit un peu dans son premier discours fin août. Elle parlait du harcèlement de rue, elle s'est positionnée sur les femmes et tout. Mais son problème, c'est d'être audible Oui. par rapport Et elle le faisait à pas en un Éric Zemmour réponse. qui Oui, parle elle encore sort. plus fort. Voilà, elle le faisait pas en réponse à Éric Zemmour, elle le faisait en essayant de creuser son sillon à elle et de faire ses thèmes à elle. Moi, je trouve qu'il y a, comme on a vu la République en marche changer de discours la semaine dernière, il y a du côté de Marine Le Pen aussi un On va le pivot, voir avec Louis Alliot. parce qu'elle On va le voir avec commence Louis à Alliot tout à accepter de l'heure. répondre aux questions. Souvenez-vous, il y a quelques jours, Paul l'avait montré d'ailleurs dans votre émission, dans l'Instant Paul, elle avait fait une conférence de presse entière où pendant près d'1 heure, elle ne citait pas le nom d'Éric Zemmour. Bon, bah, elle est en train peu à peu de comprendre qu'il faut aussi qu'elle aille à l'offensive. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Dans un instant, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, il a publié il y a quelques jours l'intendant suivra De Gaulle et l'économie aux éditions Robert Laffont. Et puis Louis Alliot, donc le maire de Perpignan. À tout de suite. Jour J, heure H. Marc va passer un entretien d'embauche. Et il est prêt. Prêt et confiant. Il y a quelques mois, Marc a poussé les portes de l'APEC. Il a été challengé, motivé, coaché par nos consultants. Il a participé, questionné, appris, grandi lors de nos ateliers. Il a échangé et il a eu le déclic. Il a sélectionné une offre, 2 offres, 3 offres. Il a postulé. Aujourd'hui, un recruteur va avoir la chance de l'embaucher. APEC, donnez de l'élan à votre avenir. C'était vraiment sympa. Alexa, mets notre playlist dance. Votre playlist Dance. Alexa, allume toutes les lumières du salon. D'accord, j'allume les lumières. Alexa, es-tu capable d'arrêter le temps? Non, mais vos souvenirs peuvent le prolonger. Chez Poltron & Sofa, découvrez une collection de canapés qui va vous mettre l'eau à la bouche. La collection Plaisir. Un canapé d'angle avec mouvement relax électrique à 889 €. Ou en cuir avec mouvement relax électrique à 1079 €. Rendez-vous très vite en magasin. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Poltron & Sofa, a autentica qualità. Et voilà. Passez au carburant nouvelle génération. Ford Puma FlexiFuel E85. Super éthanol E85. Votre carburant 2 fois moins cher. Pendant les Ford Power Days, le Puma FlexiFuel E85 est à partir de 179 € par mois. Mettre en place un réseau de spécialistes qui permet d'innover sans avoir à s'exiler. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. Ce n'est pas du cinéma, c'est la nouvelle Dacia Sandero. Nouvelle Dacia Sandero, nouveau design, nouveaux équipements et à partir de 4 € par jour, soit 120 € par mois. Pendant les jours essentiels du 14 au 18 octobre, découvrez la nouvelle gamme Dacia et profitez du pack intégral pour 1 € de plus par jour. Regarde ça. Ça ne fait pas si longtemps que nous faisons nos achats en ligne. Au début, suivre les clics était un jeu d'enfant. Et puis, petit à petit, les clics se sont multipliés, les achats en magasin ont diminué et seuls les e-commerçants les plus dynamiques ont réussi à suivre le rythme des clics. Peu importe la distance, il faut garder le contrôle pour rester dans le tempo et prendre son envol. Heureusement, nous sommes là pour vous aider. Suivez le rythme des clics. Cheminée, poêle à bois et granulé. Depuis 60 ans, Cheminée Philippe signe votre confort.
Et du 20 septembre au 11 octobre, bénéficiez d'offres anniversaires chez votre revendeur Cheminée Philippe. Voir conditions en magasin. Parce qu'une voiture électrique ou hybride reste avant tout une voiture, chez Noroto, on assure aussi son entretien. Rendez-vous sur noroto.fr. À toi, la pluie qui met nos nerfs à rude épreuve. À toi, le petit moment de gêne en visio. À tous ces petits tracas, nous leur disons de bien profiter. Car chez Campanile, c'est la convivialité qui reprend le dessus. Campanile, il est temps de passer de bons moments. Réservé sur campanile.com. Oh Valentina, mon amour, tu travailles si dur. Heureusement, il y a SumUp. Pour développer ton activité, satisfaire tes clients, gérer ton argent. Plus d'argent pour toi veut dire plus d'argent pour ce que tu aimes. Ah, comme un poisson dans l'eau. SumUp, reprenez la main. Ma maman, elle veut garder une belle peau. Et une belle planète. Elle a choisi Précieux Argan de Sobioéthique. L'efficacité de l'huile d'argan bio et de l'acide hyaluronique d'origine naturelle pour des rides lissées. Et une formule bio, éthique, qui respecte nos convictions. Précieux Argan, l'anti-âge de Sobioéthique. De Léa Nature. On peut plus rien dire, c'est un comble. C'est pour isoler les combles? Mais vous êtes qui? Bah, je suis Effie Lafay. L'isolation de votre maison, c'est moi qui fais. J'évalue vos besoins, je choisis un artisan près de chez vous et je m'occupe même des aides. Et vous supervisez les travaux? Évidemment. Un projet de rénovation énergétique? Contactez Effie. Évidemment. Et voilà. Nouveau ID4, le SUV 100% électrique. Pendant les journées portes ouvertes, le nouveau ID4 est disponible immédiatement dans les concessions Volkswagen. Volkswagen. 2024, l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques en France. L'année de ceux qui se préparent depuis des années. L'année qui peut accélérer la transformation de la société. L'année pour laquelle la Caisse d'épargne s'engage en soutenant les athlètes et en finançant des infrastructures dans toute la France pour rendre ces Jeux utiles à tous. Caisse d'épargne, partenaire premium des Jeux de Paris 2024. Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux, merci d'être notre invité. Vous êtes le président du MEDEF et vous avez publié il y a quelques jours L'intendant suivra, De Gaulle et l'économie chez Robert Laffont. Un bouquin très intéressant parce qu'on n'a pas souvent creusé l'aspect De Gaulle et l'économie. Bon, beaucoup de gens se réclament de Gaulle, en politique notamment. Tout le monde. Tout le monde, évidemment. D'ailleurs, il y en a un qui s'en réclame à corps et à cri. Vous le connaissez, vous avez entendu son nom, on le répète souvent. Et aujourd'hui, il arriverait au deuxième tour selon un sondage Louis Harris pour Challenge. Je veux parler d'Éric Zemmour. Comment vous voyez cette tornade, vous, comme président des entreprises, qui tous les jours êtes sur le terrain des entreprises de la vie économique? Et pour le moment, on ne parle pas de Zemmour dans les entreprises ou même dans les discussions patronales. On est quand même 7 mois de l'élection. Les sondages reposent sur 50% des gens qui disent qu'ils sont sûrs d'aller voter. Donc c'est assez fragile. Je crois qu'en 2002, on a vu Chevènement à c'était 17 ou 18 et il fait 5% le jour de l'élection. Donc on va attendre de voir d'abord s'il est candidat et puis le moment venu, ses propositions économiques. Mais même sur ces propositions, c'est-à-dire immigration et tout, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des patrons de PME ou de grandes entreprises qui sont sensibles, qui sont intéressés par ce discours, ou à l'inverse, ils disent mais non, on a besoin des immigrés? Je pense que les patrons, ils sont comme tous les Français, donc il y en a forcément dans les 17%. Statistiquement, c'est évident. Après, il faut aller au fond des choses, parce que sans rentrer à ce stade dans le programme d'un candidat qui n'a pas de programme et qui n'est pas candidat, les solutions économiques, nous, sur le plan de l'immigration, on regardera ça du point de vue de l'entreprise, pas du point de vue du choix. Finalement, au fond, cette élection, c'est de faire un choix de politique d'immigration et c'est le choix des citoyens. Une fois que cette politique d'immigration est choisie, nous, ce qu'on peut faire, c'est intégrer. Et c'est la seule chose que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas mieux pour intégrer
quel que soit le choix citoyen, que l'entreprise. Parce que quelqu'un qui a un travail, c'est un citoyen, il paye ses impôts, il paye des cotisations sociales. Alors, Zemmour, il se réclame de Gaulle et en même temps, il est souverainiste et en même temps, il est libéral. Est-ce que ça peut toucher les chefs d'entreprise ou alors est-ce qu'ils disent aujourd'hui, en fait, la politique d'Emmanuel Macron fait 6% de croissance, peut-être 7,6% de taux de chômage au 3e trimestre, une inflation qui monte un peu, oui, peut-être jusqu'à 2%, mais globalement... Un peu plus l'inflation, je pense, mais on en parlera. C'est possible, mais... Et donc, voulez, on est bien, enfin, on n'est pas trop mal. Bon, d'abord, les entreprises se portent plutôt bien. Il faut se souvenir d'où on vient. Mai 2020, même gouvernement d'ailleurs, la Banque de France, tout ça annonce 1 million de chômeurs, le mur des faillites. À l'époque, j'étais un peu tout seul à dire le pire n'est pas certain. Bon, c'était un peu aussi la méthode Coué. Oui, mais bien sûr, c'est aussi mon rôle de ne pas désespérer. Alors non pas Billancourt, mais le monde patronal. Il faut être optimiste quand on est patron. Je vous avoue, on est surpris par la vigueur de la reprise, puisqu'on a quand même créé collectivement 500 000 emplois en 2021. C'est spectaculaire. Il y a quelques nuages à l'horizon, notamment sur les matières premières, sur des pénuries, sur les problèmes de recrutement, sur l'énergie, parce que l'énergie, elle va toucher les particuliers qui vont être protégés, mais elle va toucher aussi beaucoup les industriels. Donc, c'est des nuages, mais effectivement, la conjoncture est plutôt bonne. Sur la politique d'Emmanuel Macron, ce gouvernement, il a fait ce que tous les États qui pouvaient le faire, c'est-à-dire qui pouvaient s'endetter, l'ont fait. Et là, j'entends plus d'ailleurs beaucoup de voix contre ça, c'est grâce à l'euro. Celle d'Édouard Philippe. Pas contre l'euro, mais sur la dette, sur le déficit, sur la retraite à 67, jusqu'à 67 ans, entre 64 et 67 ans, on l'entend. Ce que je veux dire, c'est que finalement, l'État a joué le rôle d'assureur, de garant, parce qu'il peut imprimer de l'argent, les États occidentaux, les États européens, mais qu'il ne faut pas oublier que tout ça a un prix, cette croissance renouvelée. Là, on a sauvé effectivement l'outil économique. C'est une dette qui est très forte et qu'il faudra un jour rembourser. Et donc, c'est pour ça que nous, on a demandé dès le mois de mai la fin du quoi qu'il en coûte, sauf quelques cas très particuliers de secteurs qui restent fermés, et qu'on voudrait peut-être retrouver une certaine... alors, le mot rigueur, en France, tout de suite, ça fait peur. Il ne faut pas faire l'erreur qu'on a faite en 2008-2009, c'est-à-dire augmenter les impôts après la crise, parce que ça a amplifié l'effet récessif. Mais il faut retrouver finalement le bon sens qui consiste à dépenser autant qu'on perçoit. Et de ce point de vue-là, j'ai lu avec intérêt l'interview d'Édouard Philippe. Bon, d'accord, j'ai compris que ça vous avait touché, c'est-à-dire ce discours d'alerte sur les déficits. Oui, c'est un discours de bon sens. Sur le revenu engagement jeune Écoutez, là, moi, j'ai pas d'avis parce que je sais pas ce que c'est. Oui. Puisque... Oui, on ne sait pas encore. n'a pas été présenté. Juste un mot d'ailleurs sur les jeunes. Il y a encore, évidemment, beaucoup de jeunes qui sont sans emploi et sans formation. Mais on avait parlé de génération sacrifiée. Les chiffres du chômage, quand on les regarde dans le détail, montrent aussi que les jeunes, certes diplômés, mais les apprentis, on a battu les records d'apprentis, les jeunes sont embauchés. C'est aussi quand même une bonne nouvelle pour la cohésion du pays. Le général de Gaulle, il n'aimait pas les patrons ni les syndicats, c'était sa réputation. Et vous, le patron des patrons, vous l'écrivez, un livre sur son empreinte économique. Le rôle de l'État, la monnaie, l'industrialisation, la modernisation, l'Europe, vous examinez son rapport à toutes ces questions-là. Bon, du coup, c'est quoi son héritage pour nous, aujourd'hui? Parce qu'il y a des choses qui tiennent la route, puis d'autres pas, non? Alors, on va commencer par ce qui tient la route ou ce qui n'a pas perdu. Il y a d'abord cette idée que la France et l'Europe doivent trouver leur propre voie, leur propre modèle économique, sans être dans finalement un rapport de suggestion vis-à-vis des États-Unis ou vis-à-vis, à l'époque, de l'URSS et aujourd'hui de la Chine. Je pense qu'après ce qui s'est passé dans les dernières semaines, en Afghanistan, en Australie, ça trouve toute cette actualité. C'est pas contre, c'est finalement cette idée de créer un modèle économique. Le capitalisme européen, c'est pas le capitalisme américain, ni évidemment le capitalisme chinois. Il y a des choses qui sont intéressantes dans la manière dont il planifiait les innovations et la France. Ça nous manque un peu, non? Oui, dans un monde qui est devenu compliqué, où les innovations de rupture réclament énormément d'argent, où l'argent privé n'est pas toujours capable d'investir à 10, à 20, à 30 ans parce que la rentabilité n'est pas là. Donc c'est ce rôle un peu de l'État stratège qui prévoit. Il y a aussi, et c'est d'ailleurs pour moi une des surprises du livre, quand je me suis lancé là-dedans, on a un De Gaulle beaucoup plus européen, mais il veut une Europe un peu différente, qui et accepte beaucoup plus le libérale. libre-échange.
Voilà, c'est en qui 58. accélère le libre-échange. Exactement, en 58. Alors, c'est pas très glorieux pour le CNPF de l'époque, mais il faut le dire, le CNPF est plutôt en train de ralentir le marché C'était l'ancienne commun. association des patrons. Oui, pardon, l'ancienne du MEDEF. Et De Gaulle dit non, on va ouvrir les portes. Et c'est un De Gaulle libéral qui fait un énorme, avec la commission RUEF, un énorme saut en libérant les prix, en libérant toute l'économie française. Donc c'est un De Gaulle finalement plus libéral et plus européen que la légende qu'il a laissée. Un mot sur justement la façon dont tous les candidats commencent à dire, puisque la croissance revient, on veut tous des augmentations de salaire sous toutes ses formes. Comment vous le percevez? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Oui, il faut partager le profit, la valeur. On a beaucoup de systèmes en France qui fonctionnent bien parce que l'intéressement, la participation, qui couvre 50% ça vient des salariés, aussi de Gaulle. Mathématiquement, automatiquement, quand les profits augmentent, on partage. On est le pays de toute l'Europe et même de tout le monde occidental qui partage le mieux la valeur dans l'entreprise. On est aussi le pays qui a le plus d'actionnaires salariés. Bon, on peut toujours faire mieux. Après, il y a le cas particulier de métiers qui ont du mal à recruter. Des métiers dits de seconde ligne, de services qui sont, c'est vrai, payés... Trop mal payés. Mal payés, surtout dans les métropoles. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas tout à fait le même coût de la vie. Donc là, il y a des discussions qui s'engagent. Il y a des discussions qui s'engagent notamment dans l'hôtellerie-restauration, peut-être dans d'autres branches. Mais il ne faut jamais oublier que si on augmente les salaires dans ces métiers de services, la conséquence, elle va se voir sur les prix. Pour dire les choses très concrètement... dans la restauration, le coût de l'employé, du travail, c'est 50, 60, 70% de l'addition, ça dépend un peu des modèles. Donc si on augmente, on aura des prix qui vont augmenter. Et vous disiez tout à l'heure, l'inflation, petit retour à 2%, moi je pense qu'on aura des choses peut-être un peu plus fortes. C'est-à-dire combien? Je ne vais pas faire de pronostic, mais l'inflation aux États-Unis, elle est au-dessus de 4. En Allemagne, elle est juste en dessous de 4. Vous voyez quelque chose autour de 4? Aujourd'hui, les augmentations de prix, y compris les augmentations de matières premières, bien sûr, toute l'énergie par exemple, ne sont pas encore passées dans les prix finaux parce que c'est difficile à faire passer. Donc voilà, il faut avoir. Mais est-ce que vous, le patron du MEDEF, vous entendez quand tous les candidats, et d'une certaine façon, les syndicats c'est leur rôle, mais quand tous les candidats de droite et de gauche disent il faut augmenter les salaires, et donc ils s'adressent à vous, vous dites il y a quand même une nécessité, il y a une ardente obligation. L'ardente obligation. Cher à De Gaulle. Voilà. D'abord, je ne suis pas complètement naïf, vous non plus, on est en année préélectorale. Donc, oui, mais donc c'est quand même un bon moment pour dire... Oui, mais droite et gauche. Oui, c'est vrai. Après, encore une fois, ça existe peut-être, mais je ne connais pas beaucoup de patrons qui n'ont pas envie d'augmenter les salaires. La question, c'est qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'équilibre économique de l'entreprise et sur les prix. Il y aura des augmentations. Ça, ne serait-ce d'ailleurs parce que là, avec une inflation à 2, forcément, il y a au moins une compensation de l'inflation. Est-ce qu'il y aura plus? Probablement dans certaines branches. Les négociations démarrent, donc on verra bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. L'intendant suivra De Gaulle et l'économie aux éditions Robert Laffont. Merci Geoffroy Roux de Bézieux. C'est l'heure de l'Instant Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir Ruth. Ce soir, vous êtes allé, enfin cet après-midi, ce matin, vous étiez aux obsèques de Bernard Tapie. Exactement. Et en fait, vous avez rencontré beaucoup de monde. C'était, comment dire, beaucoup d'amis étaient venus lui dire adieu. Beaucoup d'amis, beaucoup d'émotions, beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Avant de vous parler politique, hommage. C'est un hommage tout à fait personnel. J'ai eu le bonheur de le rencontrer à plusieurs reprises. Nous avons parfois déjeuné ensemble et j'en garde un souvenir très, très vif. Une anecdote peut-être? Non, pas d'anecdote. Il était venu me soutenir pour une campagne législative dans ma circonscription et les agriculteurs étaient venus nous chahuter. Il m'a dit « Viens Jean-Michel, on y va ». On a traversé la salle, on est allé les attraper par le col de la veste, à la stupéfaction générale. Vous êtes battu avec eux? Battu, c'est beaucoup dire, mais on s'est frictionné, comme on dit chez moi. Monsieur Castaner, à quel Bernard Tapie vous rendez hommage aujourd'hui? Moi, je n'aime pas l'exercice de commenter devant une église. Merci beaucoup. Moi, je l'aimais de tout mon cœur. À quel Bernard Tapie vous rendez hommage aujourd'hui? Il y a tellement de Bernard Tapie différents. C'était lequel votre préféré? C'est l'homme. C'est l'homme, Bernard Tapie. Il est exceptionnel. D'ailleurs, tout le public l'aime. Il est aimé. Il est aimé comme il voulait. Voilà. Brigitte Macron et Nicolas Sarkozy étaient là aujourd'hui. Oui. Tout le monde était là. C'est formidable parce que ce sont des belles personnes, des gens merveilleux. Et ils ont compté aussi beaucoup, Bernard a compté pour eux aussi.
Un mot sur votre ami. Vous avez tenu son cercueil, c'était une image très 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 forte. Un mot sur lui. Je suis un parmi des dizaines de millions à l'aimer. Un homme droit de fidélité, un cœur énorme, un type fantastique. Ce cercueil porté par ses amis est évidemment l'image du jour, et l'image politique du jour, c'est celle-ci. À la sortie, on a vu l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à côté de Brigitte Macron, la première dame qui était envoyée par le président de la République, qui est en Slovénie, qui ne pouvait pas être là. On ne sait pas s'il sera à l'hommage à Marseille, mais ça, c'est l'image politique du jour. On voit qu'ils parlent, on voit qu'ils se touchent. Ils sont très complices devant les caméras. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Mais vous le savez, dans l'Instant Paul, on aime vous raconter les coulisses sur le terrain. Et ce soir, je vais vous parler de cette femme. Son nom est Michèle Marchand. Elle est surnommée Mimi Marchand. C'est un petit peu compliqué de la résumer. Elle est surnommée la reine des paparazzis. On l'a vu avec Brigitte Macron. Elle s'occupe d'une agence qui s'appelle Best Image, qui a ses entrées à l'Élysée. Elle a récemment fait de la prison dans une affaire compliquée avec notamment Nicolas Sarkozy. Et on l'a vu, ça a été vraiment une stupéfaction, on l'a vu surgir, place Saint-Germain-des-Prés aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle arrivait, qu'elle gérait le carré VIP de la presse, qu'elle donnait un peu des ordres aux policiers en disant Brigitte Macron va arriver par ici, Nicolas Sarkozy va arriver par ici. Donc on l'a vu, on l'a observé, et puis tout simplement, on a essayé d'aller lui parler. Comment allez-vous? Je suis pas nécessaire à la caméra. Comment allez-vous? Vous qui gérez? C'est mon métier, ça. Général planeur. Stéphane Tapi a fait une liste et une deuxième liste. Okay. Et nous avons appliqué la liste donnée par Stéphane Tapi. Et il ne voulait pas que ce soit le Festival du Cannes, il voulait que TF1, que France Télévisions, il voulait la Provence, et l'AFP, pas trop de photographes. Et voilà. Oui. Deux personnes de CNews que... Oui, mais pas maintenant. Pas maintenant. À midi, pas avant midi. Et c'est pas deux, il n'y en a qu'une. Non, j'arrive. Déjà on va forcément me voir ce qu'elle foutait là, je m'en fous. Je parle pas, je veux pas, soyez gentils. En revanche, c'est trop compliqué moi, pour je vous le moi. dis, je parlerai de votre présence ce soir de façon factuelle et clean, sans m'acharner, mais je vous dirai, c'est intéressant, je suis un peu les coulisses. Je vous dirai que vous étiez là. Quoi que des choses vraies. Mimi Marchand est toujours là. On sera peut-être amené à parler d'elle si Emmanuel Macron est candidat à ses réélections et s'il fait appel à nouveau à ses services. Nous le verrons. J'aimerais finir par une dernière image qui nous a étonnés également. Absolument tout le monde était là pour l'hommage à Bernard Tapie. On a vu Nicolas Sarkozy, on a vu Claude Guéant, je l'ai interviewé au début. Et puis il y a l'ancien ministre de l'Intérieur ici, Brice Hortefeux. Et puis on les a vus sortir ici. Là, c'est Claude Guéant qui sort et donc Nicolas Sarkozy qui sort sans commentaire. Alors c'est un petit peu particulier puisque la justice leur a demandé de ne plus se voir, de ne plus se rencontrer depuis l'affaire du financement libyen. Donc on a pu voir, Ruth, que Bernard Tapie, aujourd'hui, vraiment tout le monde était là pour lui rendre hommage. Voilà, comment reprocher de se retrouver pour rendre hommage à un ami dans une messe d'enterrement. Merci beaucoup Paul. On va aller retrouver Louis Alliot puisque nous sommes en direct avec le maire de Perpignan, maire Rassemblement National. Merci d'être en duplex avec nous. Vous êtes aussi un des porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. L'information du jour, c'est ce sondage Louis Harris pour Challenge qui donne Marine Le Pen qui ne serait plus qualifiée au deuxième tour, contrairement, j'ai envie de dire, presque aux dernières années, à tous les sondages de ces dernières années. Alors bien sûr, on prend avec des pincettes le sondage, on regarde si c'est une dynamique, mais quand même, la dynamique, elle est du côté d'Éric Zemmour et pas du côté de Marine Le Pen aujourd'hui. Écoutez, on est loin de la ligne d'arrivée et on verra bien le jour du vote comment ça se passe. Il ne faut pas s'émouvoir plus que cela, que dans une compétition, il y a des compétiteurs. Donc il faut garder, je pense, tout le calme nécessaire et regarder tout ce qui se passe. Et c'est vrai que quand on est maire d'une ville et d'une grande ville comme je le suis à Perpignan, on a un poste d'observation privilégié et on peut voir un certain nombre de mouvements d'opinion, de sympathie ou de défiance. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant de voir un peu les positions des uns et des autres parce que finalement, la présidentielle n'est pas du tout lancée et que nous ne sommes pas encore dans la campagne, dans le dur de la campagne, quand il faudra
faire des propositions, quand il faudra aborder des sujets délicats. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a un effet, j'allais dire presque un effet d'aubaine, qui est concomitant à la sortie d'un livre. Et Éric Zemmour avait du talent avant, il en aura après. Mais ça ne fait pas l'élection présidentielle. Et c'est vrai que nous sommes, nous, plutôt là, sur le terrain, dans la mobilisation de l'appareil, dans l'explication, dans la pédagogie et puis surtout dans la diffusion d'un programme de gouvernement. Parce que ce qui est important, Louis Alliot, pardon, aujourd'hui. Avant que vous m'expliquiez ça, avant que vous m'expliquiez ça, je ne peux pas croire, parce que vous êtes un homme expérimenté qui fait de la politique depuis longtemps, que vous n'examinez pas les sondages, que vous ne vous réunissez pas avec vos amis pour vous dire on a un problème. Il était prévu d'être au deuxième tour sans problème, de dérouler le programme, et en réalité, il y a un obstacle. Donc, comment vous réagissez? Quelles questions vous posez? Quelle stratégie vous changez ou pas? Madame El Grief, dans une compétition, et notamment en élection, je suis bien placé pour le savoir, vous ne savez jamais comment ça va tourner. Et nous sommes là au travail d'explication. Aujourd'hui, il y a des sondages et il faut les prendre tels qu'ils sont. Ça ne sert à rien ni de les contester, ni de les accepter pour argent comptant. Il y a une situation qui est celle que nous connaissons. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais moi, ce que je sais, c'est que les thèmes qui sont aujourd'hui abordés dans cette pré-campagne, on va dire, avec quelqu'un qui n'est pas candidat, précisément, ce sont tous les thèmes dont nous sommes, nous, les défenseurs et les promoteurs depuis plus de 30 ans. Donc, si vous voulez, moi, quand on fait le constat que nous avions raison depuis 30 ans, je suis assez satisfait. Maintenant, le travail que nous avons à faire, c'est de démontrer au peuple français que nous sommes en capacité de gouverner le pays et que nous avons les mesures nécessaires pour le faire, que nous avons les équipes, que nous avons le programme. Et ça, c'est beaucoup plus important que le reste aujourd'hui. Mais justement, vous le dites, vous parlez de ces questions depuis 30 ans. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un autre, j'ai envie de vous dire, qui vous pique votre capital, qui arrive comme ça et qui se retrouve à votre place. Donc, quelles questions vous posez? Mais il n'est pas à notre place. Encore une fois, la campagne présidentielle, elle n'est pas lancée. Il y a plein d'exemples dans l'histoire électorale et l'histoire récente de gens qui sont montés très haut, qui sont descendus aussi vite, ou des gens qui sont montés, qui sont restés, peu importe. J'allais dire, nous ne sommes pas maîtres de cette affaire-là. Nous sommes maîtres, en revanche, de ce que nous sommes, nous, et de ce que nous proposons. Et c'est de ce point de vue-là que, en ce qui nous concerne, nous sommes au travail, Marine est au travail, et moi je suis assez confiant pour l'avenir non seulement de notre campagne électorale, mais l'avenir de notre candidate dans cette présidentielle. Car je pense qu'au fur et à mesure, d'ailleurs on le voit, aujourd'hui il n'y a pas la moitié des Français qui sont sûrs d'aller voter. Que va faire l'autre moitié des Français? Personne ne le sait aujourd'hui. Il faut bien aller les convaincre, il faut bien faire campagne et se mettre en position de le faire. Je trouve que tout cela est prématuré. Je trouve que nous sommes dans le commentaire. Quand on voit les erreurs qu'ont produit les sondages lors des dernières élections régionales, on peut quand même s'intéresser au fait que pour l'avenir, on peut être quand même raisonnablement, j'allais dire, critique sur eux. Oui, alors, on prend la situation. Justement, ces résultats des régionales, est-ce qu'ils n'ont pas entamé le début d'une baisse qui se confirmerait? Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais je suis sûre que vous vous posez cette question. Est-ce que cette baisse, elle n'a pas commencé à ce moment-là? Mais ça ne servirait à rien de sauter sur sa chaise en commentant des sondages en permanence. Il y a une situation qui est celle-là, vous avez raison de le dire. Mais en fait, aujourd'hui, la droite est aussi en baisse. Nous sommes, nous, encore au-dessus de M. Zemmour, encore par un sondage ce soir sur l'Institut ELAB qui vient de sortir. Donc, je veux dire, voilà, c'est une situation et moi, je ne m'agite pas en essayant de commenter. En revanche, je m'intéresse sérieusement aujourd'hui aux préoccupations des Français, au pouvoir d'achat, au marasme économique, à l'insécurité, à toutes ces choses qui font le quotidien de mes concitoyens et qui intéressent. Vous voyez, je sors d'une réunion publique, là, dans un des quartiers de Perpignan. Très honnêtement, tout le monde me parle des problèmes qu'ils ont en matière de sécurité et en matière de vie
qui sont leur quotidien. Mais personne ne me parle des sondages parce que ça fait partie du commentaire, mais ça n'est pas dans la vie réelle. Petit à petit, on va rentrer dans la vie réelle et à ce moment-là, on pourra discuter de savoir de ce que pense Éric Zemmour, ou de ce qu'il ne pense pas, de ce qu'il propose ou de ce qu'il ne propose pas. Et là, ce sera intéressant. Aujourd'hui, je pense que c'est trop prématuré pour en parler. Est-ce que vous n'êtes pas dépassé par la radicalité du discours d'Éric Zemmour qui veut bousculer là où vous, justement, sur les mêmes terrains, sur les mêmes sujets, vous avez plutôt un discours qui se veut un discours de gouvernement, même si vous n'avez jamais exercé le pouvoir vous-même, mais qui se veut un discours plus conciliant ou plus proche des gens, ou en tout cas plus opérationnel. Mais là, il y a une voix qui est plus radicale. Est-ce que vous n'êtes pas débordé ? On n'est pas débordé. Pour gagner l'élection présidentielle, il faut faire plus de 50%. Et pour faire plus de 50%, il faut simplement être en capacité de gouverner. On peut avoir des positions radicales ou qui sont considérées comme radicales. Mais enfin, moi, je ne suis pas impressionné par tout ce que je peux entendre sur le constat qui est fait sur l'immigration, sur l'insécurité et sur l'islamisme radical. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disons, comme je le disais tout à l'heure, depuis longtemps. Mais là où c'est intéressant, c'est de dire demain, quand on sera aux affaires, comment on va régler ces problèmes-là? C'est pas le tout de parler derrière un micro. Il y a aussi demain, de l'autre côté, quand vous êtes au pouvoir, la manière dont vous les gérez. C'est exactement ici à Perpignan, quand je faisais campagne électorale et que je disais un certain nombre de choses, une fois que vous êtes en poste, eh bien, il faut l'appliquer, le programme sur lequel vous avez été élu. Il y a des choses qui sont faisables et un maximum de choses, d'ailleurs, de ce que j'ai promis, je vais le tenir. Et puis, il y a des choses qui sont du commentaire et j'ai bien peur que dans ce commentaire-là et dans cette radicalité, elle soit sans lendemain. C'est-à-dire qu'elle agite l'opinion ce soir et elle agite l'opinion en ce moment, mais derrière, il y a un gouvernement à faire, il y a une union nationale à retrouver, il y a un rassemblement du peuple français à avoir, et il y a des problématiques gravissimes, la lutte contre l'immigration, la lutte contre l'islam radical, et tout ce qui concerne l'économie, le pouvoir d'achat, et le fait que nos concitoyens puissent vivre, en toute tranquillité et en toute dignité. Et ce sujet-là, il sera majeur dans la campagne qui ne fait que commencer et qui se déroulera encore pendant 6 mois. Donc, et laissez-moi vous dire, 6 mois, c'est long. Bien sûr, mais quelle différence vous voyez entre le discours d'Éric Zemmour et le vôtre ? Parce que sur les thèmes, ils sont semblables. Est-ce que vous avez de véritables différences ? Sur l'économie, par exemple ? Moi, c'est... Oui, mais encore faudrait-il en discuter, parce que je ne connais pas le programme économique d'Éric Zemmour. Il en a parlé sur ce plateau avec François Langlais. Il a évoqué la retraite à 64 ans. Il a évoqué, par exemple. Oui, mais d'accord, on rentrera dans des débats bientôt. Mais moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'en revanche, je sais ce que je ne veux pas. Et ce que je ne veux pas, c'est de continuer avec M. Macron, son gouvernement, ou avec cette famille politique-là. Donc maintenant, il faut savoir aussi comment on fait pour, j'allais dire, écarter du pouvoir M. Macron et son gouvernement. Et de ce point de vue-là, je pense que nous sommes les mieux placés pour le faire et que nous sommes en capacité de proposer aussi des plans de rassemblement et de gouvernement pour l'avenir. Et j'allais dire, c'est aussi à Éric Zemmour. Vous allez être obligé de parler avec lui, avec ses électeurs. Du coup, est-ce que vous lui dites qu'il faut qu'on se voit, il faut qu'on travaille ensemble? C'est à Éric Zemmour aussi de changer, j'allais dire, sa manière de voir les choses. Il ne peut pas systématiquement nous prendre comme adversaires, alors que nous sommes un certain nombre à avoir, durant les années passées, lorsqu'il était très attaqué d'ailleurs, en tant que journaliste, avons passé notre temps à le défendre. Voilà, nous défendons des positions communes. Il y a un certain nombre de choses où nous ne sommes pas d'accord, mais nous ne sommes pas des adversaires, alors qu'il nous prend pour des adversaires. Nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est ce système-là. Et moi, je lui demande de ne pas se tromper d'adversaire. Voilà. Et tout ce qu'il peut dire sur Marine Le Pen, je le regrette, parce que ça nuit précisément à cette volonté de rassemblement national et cette volonté de rassemblement des forces patriotiques pour l'avenir.
Et il n'est pas aujourd'hui nécessaire de se critiquer et de faire preuve d'une certaine arrogance, alors que, j'allais dire, on est sur le même navire, on veut défendre la France, on veut défendre l'intérêt national d'abord, l'indépendance nationale, et de ce point de vue-là, il y a un système, il y a une politique, et il faut s'en prendre à ceux qui sont responsables de cette politique et pas à ceux qui l'ont dénoncée depuis déjà longtemps avec justesse. La preuve, c'est que tout le monde aujourd'hui vient défendre les mêmes positions qui sont les nôtres depuis 30 ans. Mais il n'y en a qu'un des deux qui arriverait au second tour et pour le moment, le match a commencé. Non, mais et il y a un match. Il y a un match qui n'était pas prévu, mais il existe. Eh bien, écoutez, au moins, ça met du piquant dans cette présidentielle. Et puis, on va nous aussi nous battre et nous mettons en situation. Nos fédérations, aujourd'hui, nous faisons des réunions dans tous les départements. Nos élus se mobilisent pour aller chercher les signatures et puis aussi pour décliner nos propositions auprès du grand public. Et petit à petit, vous allez voir comment se passe l'élection présidentielle. Très honnêtement, aujourd'hui, moi, je suis un spectateur de tout ce que je peux lire. Je trouve qu'il y a un emballement sondageo-médiatique autour de la candidature d'Éric Zemmour, mais je vois aussi et j'entends ce que me disent mes concitoyens et mes compatriotes sur le terrain, c'est pas aussi simple que ça, et les sondages de l'automne ne seront pas très certainement les résultats du printemps, et en tout cas, moi je suis prêt à le parier avec vous. Alors, est-ce que quand même, quand vous regardez la campagne telle qu'elle a démarré, Marine Le Pen avait pris ce slogan « Liberté, liberté chérie ». Est-ce que ce n'était pas surfer sur la vague des antipasses, mais finalement, ça ne correspondait pas aux attentes de votre électorat? Est-ce que ce n'était pas jouer, placé pour le deuxième tour avant de jouer la course du premier tour? Mais écoutez, le problème, c'est qu'on n'est pas entré en campagne électorale présidentielle. Si, elle a lancé sa campagne fin août. Non, elle est candidate depuis un an. Non, mais pardon, Louis Alliot, excusez-moi. Je vous parle de l'opinion publique. Quand vous avez plus de 50% de l'opinion qui ne s'intéresse pas à l'élection présidentielle, c'est qu'on n'est pas rentré dans l'élection présidentielle et sur le fond du débat. Donc cette défense des libertés, elle est aussi nécessaire. Parce que cette liberté, elle est menacée dans tout un tas de domaines, y compris d'ailleurs dans la liberté de se promener tranquillement dans une rue et dans nos villes, qui n'est pas assurée dans beaucoup de quartiers. Par exemple, donc je veux dire, ce thème de la liberté, il est central. Et il est central, j'allais dire, et il sera central pour l'avenir. Et ce n'est pas un mauvais ou un bon slogan, c'est un positionnement politique et stratégique qui permet de dire aussi ce que nous sommes, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Car depuis que M. Macron est aux affaires et que le système, on va dire, de droite comme de gauche, fait plus confiance à la technocratie de Bruxelles et à cette Europe qui est en train de broyer nos libertés, précisément, eh bien, il y a matière à se défendre, il y a matière à répondre, il y a matière à riposter, à argumenter pour démontrer que nous avons, sur ces sujets-là, une longueur d'avance, que nous avions prédit précisément les difficultés dans lesquelles l'Europe nous plongerait et surtout, quel est le programme pour en sortir? Car je rappelle que nous sommes dans un pays qui, par la voie du référendum, a voté contre un système européen